Ils m'ont déclarée morte, ont rempli les papiers, ont organisé une commémoration silencieuse, ont transféré mon héritage de 6 millions de dollars sur un compte offshore et pensaient que je resterais enterrée. Mais je suis entrée dans cette salle d'audience avec des preuves, pas des fleurs. Bonjour, je suis Lauren Chen. J'ai été effacée par ma propre famille parce que j'ai refusé de jouer selon leurs règles. Et quand je suis revenue d'entre les morts, je ne voulais pas seulement justice, je voulais que la vérité brûle. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience a stupéfié tout le monde, y compris eux. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Avant de plonger dans l'histoire, laissez-moi en apprendre un peu plus sur vous. Si vous êtes une charmante dame, veuillez laisser le numéro 1 dans les commentaires. Et si vous êtes un gentleman élégant, laissez le numéro 2. De cette façon, je peux vous envoyer une salutation spéciale. Maintenant, commençons l'histoire ensemble. L'enveloppe était épaisse, lourde d'une manière qui m'a donné la nausée avant même que je ne la prenne. Elle avait glissé par la fente du courrier pendant que je pliais une pile de serviettes propres, encore chaudes du sèche-linge. Mon nom était tapé sur le devant, dans le coin supérieur gauche, l'adresse de l'expéditeur indiquait « Département de la Santé, Division des Actes d'État Civil ». Je ne me souvenais pas avoir commandé quoi que ce soit d'officiel, pas de. Je l'ai porté jusqu'au comptoir de la cuisine, écartant un carnet de croquis et une tasse à café ébréchée. J'ai hésité avant de l'ouvrir. C'est quelque chose dont je me souviens encore clairement. Une seconde d'hésitation avant de trancher l'enveloppe avec un couteau à beurre. À l'intérieur, j'ai trouvé un certificat officiel, notarié, scellé à l'encre bleue, et je me suis figée. Nom du défunt, Lauren Chen. Date du décès, 12 juin 2020. Cause du décès, noyade accidentelle. San Miguel de Allende, Mexique. Mes doigts sont devenus engourdis. J'ai cligné des yeux en regardant le papier, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Une autre Lauren Chen, une autre vie. Mais là, en caractère gris délavé, juste au-dessus du sceau, se trouvait ma date de naissance complète, mon numéro de sécurité sociale, et même ma dernière adresse connue avant que je ne quitte le Connecticut. Je n'étais pas morte. Je me suis assise lentement, le certificat de décès tremblant encore dans mes mains. Ma respiration était courte et saccadée. Le bout de mes doigts était glacé. Quelque chose en moi se recroquevillait, comme si mon corps voulait protéger les parties qui ne pouvaient pas tout à fait absorber ce que je voyais. Pendant longtemps, je suis restée assise là, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait légalement m'effacer. Puis ça m'a frappée. San Miguel. Ce voyage, c'était censé être un congé sabbatique, une pause loin de tout. Mes parents avaient insisté pour que je le fasse en 2020. Ils disaient que j'avais besoin de temps pour me remettre de la pression du travail de conception, du stress que j'aurais apparemment projeté sur la famille. Dès que j'ai atterri, j'ai perdu l'accès à mon compte bancaire. Mon téléphone a cessé de fonctionner 2 jours plus tard et l'hôtel où j'avais réservé avait perdu ma réservation. Il m'a fallu une semaine pour trouver une connexion Internet stable et, à ce moment-là, le silence de la maison avait déjà commencé. Je n'avais pas pensé à cette période depuis des mois, peut-être des années. Je l'avais enterrée comme la plupart des gens enterrent les choses qui font mal. Mais maintenant, la vérité était imprimée sur du papier épais avec un sceau doré en relief. Il ne voulait pas seulement que je parte, il voulait que je disparaisse. J'ai attrapé mon téléphone et composé le seul numéro que je me sentais suffisamment en confiance pour appeler après 3 ans de silence. Julian Carter a répondu à la 2e sonnerie. Ma voix s'est brisée, c'est moi. Il y a eu une pause. Lauren ? Je viens de recevoir un certificat de décès, ai-je dit en agrippant le comptoir de ma main libre. À mon nom, déposé dans le Vermont, daté de 2020. Une autre pause. Un changement dans sa respiration. Je pensais que tu m'avais ghosté, a-t-il finalement dit. Mais tu dis qu'ils l'ont déposé eux-mêmes, ai-je demandé. Mes parents, ou quelqu'un agissant en leur nom. Julian a expiré lentement. Ok, ne panique pas. Mais Lauren, ce n'est pas juste étrange. C'est sérieux. Genre, niveau criminel sérieux. J'ai regardé à nouveau le certificat. Il indique une cause de décès, un lieu. Ce n'est pas juste une faute de frappe. C'est délibéré.
Tu l'as gardé, a-t-il demandé. Bien sûr, ai-je répondu. Je n'ai rien touché d'autre. Bien. Ne détruis rien. Ne le plie même pas, je sais. Il a hésité. Tu veux tout me raconter ou je devrais juste venir là-haut? J'ai presque souri, mais la lourdeur dans ma poitrine ne me l'a pas permis. Je te rappelle. Je dois regarder le reste du courrier. Nous avons raccroché et je suis retourné à la petite pile sur la table d'entrée. Des publicités. Un magazine auquel je n'étais jamais abonné. Une lettre d'un cabinet d'avocats à New Haven, Joseph Ridesque, que j'ai failli jeter jusqu'à ce que je voie l'écriture sur l'enveloppe. C'était indéniable, une écriture lourde et inclinée que je n'avais pas vue depuis la mort de Calvin Dawson, mon grand-père. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Si tu lis ceci, cela signifie que ton retour ne s'est pas fait selon leurs conditions. C'est bien. Nous avons du travail à faire. Joseph. J'ai regardé fixement le mot. Il n'était pas émotionnel, il n'était pas long, mais il confirmait ce que je craignais et ce que j'avais besoin de croire. Ce n'était pas fini. Et je n'étais pas folle. À l'université, mon père disait souvent, dans cette famille, l'absence signifie silence. Ne reviens pas à moins d'être prête à obéir. Je pensais qu'il était dramatique. Contrôlant, certes, mais pas sinistre. Maintenant, je voyais les choses différemment. Ils ne m'avaient pas seulement effacé. Ils avaient des plans pour ce qui viendrait après. Mon carnet de croquis était intact sur le comptoir, le dessin d'un blazer à moitié terminé accroché au mur à côté. Je pensais avoir du temps, que je pourrais vivre tranquillement et construire quelque chose selon mes propres conditions. Mais c'était avant que quelqu'un ne me déclare morte sur papier. Maintenant, le temps pressait. Je me tenais près de la porte d'entrée, regardant la neige fondre sur les marches. Le soleil avait percé les nuages juste assez pour réchauffer les rampes. Je reviens, ai-je murmuré, non pas pour renouer, non pas pour demander des réponses, mais pour leur montrer que j'étais toujours là. Et cette fois, ce ne seraient pas eux qui écriraient l'histoire. La première chose qui m'a frappée en entrant dans le bureau de Joseph Reed était l'odeur, du vieux cuir, du papier vieillissant et cette faible trace tenace de pastilles à la menthe qu'il semblait toujours garder dans le tiroir de son bureau. Ça sentait exactement la même chose que lorsque j'étais venue ici adolescente, après une dispute avec mon grand-père au sujet de l'université, de ma carrière ou de la direction de ma vie. Mais cette fois, je n'étais pas là pour des conseils. J'étais là pour des preuves. Joseph a levé les yeux lorsque je suis entrée, ajustant ses lunettes comme s'il ne croyait pas tout à fait que j'étais réelle. Lorraine? Sa voix s'est légèrement brisée. En chair et en os, ai-je dit en entrant complètement dans la pièce. Surprise. Il a cligné des yeux 2 fois, puis s'est reculé de son bureau et s'est levé. Tu ne devrais pas être ici, a-t-il dit, mais pas de manière désagréable. Mais Dieu merci, tu es là. Je me suis assise sans attendre qu'on me propose un siège. La chaise était plus ferme que dans mon souvenir, mais elle portait encore le poids de l'histoire. Je me suis penchée en avant, les 2 coudes sur les genoux, et j'ai soutenu son regard. Ils ont déposé un certificat de décès, ai-je dit. Déposé, tamponné et envoyé par la poste. Je l'ai dans mon sac si vous voulez le voir. Joseph s'est frotté l'arête du nez, puis a tendu la main derrière lui pour attraper une tasse en céramique et verser du café de la cafetière qui était probablement resté là pendant des heures. Je n'ai pas besoin de le voir, a-t-il dit en me tendant la tasse. J'ai vu les papiers. Je n'ai juste jamais pensé te revoir. J'ai pris le café plus pour la chaleur que pour le goût. Mes doigts se sont enroulés autour de la tasse comme s'ils cherchaient quelque chose de solide. Alors c'est vrai? Il a hoché la tête. Ton père a déposé une demande d'homologation fin 2021. Il a prétendu que tu étais décédée, morte à l'étranger, aucun reste retrouvé. Il a dit que c'était une tragédie dont personne ne pouvait parler. J'ai failli rire, mais le son n'est jamais sorti. Juste une petite inspiration brusque par le nez. Classique Philippe Chêne. Joseph a ouvert un dossier en cuir sur son bureau et en a sorti une épaisse pile de documents. Ceci est le testament original de Calvin. Ton grand-père savait que les choses pourraient mal tourner.
C'est pourquoi il a mis cela en place de cette façon. Tu es l'unique héritière de 6 millions de dollars et de la propriété du Vermont, mais seulement si tu es en vie et seulement si tu restes en dehors des affaires de la famille. Cette partie, je m'en souviens, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, sérieux maintenant. Tu auras 33 ans dans moins de 3 mois. Si ce n'est pas annulé d'ici là, la totalité de la succession revient au trust familial. Contrôlé par mon père et Derek, ai-je terminé pour lui. Joseph a hoché la tête. Mes doigts ont frôlé le bord de la poche de mon manteau. J'ai plongé la main dedans et senti les bords doux et usés d'un morceau de papier plié. Je l'ai sorti doucement, un vieux croquis que j'avais rangé lors d'une escale il y a des années. C'était le dessin d'un blazer en soie, bords cousus main, col audacieux, quelque chose que je rêvais d'inclure dans mon portfolio un jour. Les coins étaient maintenant froissés, tachés d'encre et d'un petit cercle de café. Je n'ai rien dit à ce sujet, je l'ai juste tenu une seconde avant de le remettre en place. Il y a eu un léger coup à la porte du bureau. Joseph s'est levé et l'a ouverte légèrement. Un homme est entré, grand mais voûté, les yeux fatigués et un sac de messager serré contre sa poitrine comme s'il contenait quelque chose de vivant. Kent Wallace, a-t-il dit en me faisant un léger signe de tête. Kent s'occupait de la comptabilité pour Walker Holdings, a déclaré Joseph. Il est parti après. Eh bien, je vais le laisser expliquer. Kent s'est assis à côté de moi, mais ne m'a pas regardé directement. Il a sorti une petite clé USB de son sac et l'a posée sur la table, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Celles-ci contiennent les registres de paie, les déclarations fiscales, les contrats de consultants et les factures des sociétés écran remontant à 5 ans. J'ai regardé fixement la pile. C'est beaucoup de données. Il a esquissé un sourire sans humour. Ton frère et ton père ne s'attendaient jamais à ce que quelqu'un vienne fouiner, et surtout pas toi. J'étais morte, ai-je dit d'un ton neutre. Il a hoché la tête. Ils avaient besoin que tu sois morte parce qu'ils ne pouvaient pas te contrôler vivante. Le silence a plané entre nous pendant un moment. Puis j'ai attrapé les clés USB et les ai glissées dans mon propre sac. Kent s'est raclé la gorge. Il y a autre chose. L'argent. Il a été transféré lentement, discrètement, dans une société appelée Calderon Equity. Sur le papier, c'est une société de développement. En réalité, c'est un entonnoir. Pourquoi, ai-je demandé. Des investissements risqués à l'étranger. Certains légaux, d'autres douteux. Joseph m'a regardé. Tu ne peux pas rendre ça public. Pas encore. Mais tu ne peux pas rester silencieuse non plus. J'ai hoché la tête lentement. Alors, on construit tranquillement. On documente tout et on attend. Attendre quoi, a demandé Kent. Attendre qu'il fasse une erreur, ai-je dit. Joseph s'est penché en arrière. Cela pourrait ne pas prendre longtemps. Je me suis levé, tendant la main vers les papiers que Joseph avait étalés sur la table. Je les ai rassemblés un par un, en prenant soin de ne rien plier ni froisser. Puis je me suis tourné vers la porte. 90 jours, ai-je dit en les regardant. C'est le temps qu'il me reste. Pour faire quoi, a demandé Kent. Pour revenir d'entre les morts, ai-je dit. Et en sortant dans l'air frais de New Haven, j'ai terminé la pensée en silence, et reprendre ce qui m'appartient. Je n'avais pas prévu de faire une entrée remarquée, mais apparemment, lorsque quelqu'un légalement mort entre dans un palais de justice, les gens le remarquent. La pluie avait transformé les marches de marbre du palais de justice du comté de Fairfield en un miroir. Je pouvais voir mon reflet à chaque pas, mon manteau noir collé à moi, mes cheveux tirés en arrière et mes yeux fixés droit devant, comme si j'avais déjà traversé le pire. Joseph tenait un parapluie au-dessus de nous deux, bien qu'il marchait un demi-pas derrière. Julian suivait tranquillement, scrutant la foule. C'était censé être un simple dépôt. Entrer, remettre la requête, sortir. Mais au moment où j'ai franchi les portes du hall, tout s'est figé. Un greffier derrière le comptoir d'information a laissé tomber son stylo. Un autre a levé les yeux de son ordinateur et a articulé quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Peu importe. En quelques secondes, des téléphones ont été levés. Quelqu'un a murmuré, c'est elle. Et comme ça, les rumeurs ont commencé. La fille qu'ils avaient déclarée morte.
L'héritière disparue. La fille qui était revenue. Je n'ai pas bronché. J'ai continué à marcher. La salle 402 se trouvait au bout du couloir principal, après les portraits des juges à la retraite et la faible odeur de laine mouillée et de vieux tapis. Le couloir bourdonnait de voix basse. Les journalistes s'étaient rassemblés pour une affaire de fraude d'entreprise à l'ordre du jour aujourd'hui, mais leurs objectifs s'étaient tournés. Je pouvais le sentir. En approchant de la salle d'audience, je les ai vus. Philippe Chen se tenait près des doubles portes, parlant avec Derek sur ce ton sec et saccadé dont je me souvenais si bien, stratégique et froid. Derek arpentait le sol comme un animal aux abois, les mains se fléchissant sur les côtés. Ma mère, Margaret, se tenait à quelques mètres de là, son trench coat sec, ses boucles d'oreilles en perles toujours en place. Elle fixait droit devant elle. Elle avait toujours été douée pour l'immobilité. Émilie se tenait à côté d'elle, pâle, les yeux fuyants, agrippant une chemise comme si c'était la seule chose solide dans sa vie. Philippe m'a vu le premier. Sa bouche s'est aplatie en une ligne. Derek a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Et ma mère s'est simplement tournée, a cligné des yeux et a prononcé mon nom une fois. Lorraine. Pas, oh mon Dieu, tu es vivante, juste mon nom. Je les ai dépassés et me suis approché du bureau du greffier à l'intérieur de la salle d'audience. Le greffier m'a regardé, puis Joseph, incertain s'il devait même parler. Je suis ici pour déposer une requête, ai-je dit, ma voix claire, pour révoquer un certificat de décès délivré par erreur et rétablir mon identité légale. Joseph a remis les documents avec une aisance professionnelle. La juge, une femme aux cheveux striés d'argent et aux lunettes à monture épaisse, a ajusté sa chaise. C'est inhabituel, a-t-elle dit en feuilletant les papiers, mais pas sans précédent. Non, votre honneur, a répondu Joseph. La requérante a des documents prouvant qu'elle est en vie et qu'elle a été déclarée décédée à tort. Nous avons sa pièce d'identité délivrée par le gouvernement, ses dossiers médicaux du Vermont général et une lettre notariée de ma part datée de 2020 confirmant l'intention de Calvin Dawson de lui transférer ses biens. La juge a haussé un sourcil. Cette lettre n'a jamais été présentée lors de l'homologation. Parce qu'elle a été interceptée, a déclaré Joseph calmement. Prétendument, a interrompu Derek en s'avançant. Votre honneur, il s'agit clairement d'une tentative de faire dérailler un processus familial légitime. Je me suis tourné vers lui. Processus légitime ? Vous avez essayé de m'enterrer avec des papiers et un mensonge. Il a ricané. Tu as disparu pendant des années. Que étions-nous censés penser ? Vous n'avez pas pensé, ai-je répliqué. Vous avez planifié. La juge a levé la main. Assez. Ce tribunal ne se laissera pas entraîner dans des drames familiaux. Elle m'a regardé. Mademoiselle Chen, jusqu'à ce que nous vérifiions votre identité par les voies légales et médico-légales appropriées, cette affaire est ajournée. Vous reviendrez dans 30 jours. La requête est enregistrée. Toutes les parties seront informées des prochaines étapes. J'ai hoché la tête. Compris. La juge s'est levée. L'huissier a annoncé la suspension d'audience. La salle s'est agitée. En rassemblant mes affaires, je me suis tourné une dernière fois vers ma famille. Vous m'avez enterré avec une signature, ai-je dit en rencontrant chacun de leurs regards. Je suis ici pour vous montrer comment je me déterre. Philippe n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée, ses mains se sont croisées dans son dos comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration et non de sa fille réclamant sa vie. Margaret n'a rien offert d'autre qu'un clignement des yeux. Émilie a baissé les yeux, mais Derek s'est penché vers notre père alors que nous sortions. J'ai attrapé les mots à peine audibles, elle veut la guerre. Donnons-la lui. Dehors, la pluie s'était transformée en une brume douce contre mon visage alors que je passais devant les journalistes rassemblés. L'un d'eux s'est placé devant moi avec un bloc-notes. Qu'est-ce que ça fait d'être ressuscité ? Je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher, parce que je n'étais pas revenu pour ressentir quoi que ce soit. J'étais revenu pour terminer ce qu'ils avaient essayé de mettre fin. S'ils ne pouvaient pas me garder morte, ils essaieraient de prouver que j'étais folle. Subtil, élégant et juridiquement inattaquable, tout comme eux. L'enveloppe a été livrée en main propre cette fois-ci, de couleur crème, épaisse,
Godfrey Dussault de la Cour des successions du Connecticut. Elle est arrivée en milieu de matinée, juste au moment où j'ajoutais des notes autocollantes à une chronologie financière que Joseph et moi avions rédigée la veille. J'avais à peine eu le temps de faire du café. À l'intérieur se trouvait une citation à comparaître. Requête pour la mise sous tutelle d'urgence d'une personne adulte, Lorraine Machen. Motif, comportement délirant continu, allégation erratique, incapacité à gérer ses affaires financières. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste plié la lettre une fois, puis une deuxième fois, et je l'ai posée sur la table à manger. La location dans laquelle je séjournais, un Airbnb niché derrière un magasin de fleurs à Stanford, était devenue une salle de guerre. Des dossiers couvraient la surface, des impressions, des bloc-notes légaux, des reçus médicaux, des clés USB et des enveloppes étiquetées. La fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer l'air frais d'avril. Les arbres à l'extérieur commençaient tout juste à bourgeonner, des pointes vert pâle tremblant dans la brise. Julien est arrivé une demi-heure plus tard. Il n'a pas eu besoin de frapper. Il est entré en tenant 2 gobelets à café en papier. J'ai apporté de la vraie caféine, a-t-il dit. Puis il a vu la citation à comparaître. Zut. Ils vont dire que je suis instable, ai-je dit calmement. Ils ont déposé la requête hier. Il s'est assis, a glissé un café vers moi et a pris une inspiration. Laisse-moi deviner, ils vont utiliser le Mexique. J'ai hoché la tête. En 2020, pendant mon soi-disant congé sabbatique, j'avais passé 3 nuits dans une clinique privée à l'extérieur de San Miguel de Allende. Coup de chaleur, épuisement et une crise de panique suite à la perte de mon passeport. Je n'en avais pas beaucoup parlé. Mes parents avaient réglé la facture discrètement, à mon retour, c'était comme si cela ne s'était jamais produit. Mais je savais qu'ils n'avaient pas oublié. Ils vont dire que c'était psychiatrique, ai-je dit. Pas de déshydratation, pas de stress, juste de l'instabilité. Julien s'est penché en arrière. Nous aurons besoin des dossiers médicaux. Les originaux. Je peux faire une demande par mécano. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre. Ma valise était à moitié déballée. Je n'avais même pas pris la peine de ranger les tiroirs. Tout dans ma vie semblait temporaire. Joseph est arrivé 1 heure plus tard, des papiers à la main. Nous allons avoir besoin d'une déclaration de la clinique elle-même. Originaux, traduits, signés, notariés. J'ai déjà appelé, a dit Julien. Ils les enverront par coursier. On a de nouveau sonné à la porte juste après midi. Cette fois, c'était Émilie. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière. Ses cheveux étaient attachés comme notre mère les aimait, nets, soignés. Mais son visage n'avait rien de cette composure. Elle tenait une enveloppe manila contre sa poitrine comme si elle pouvait la protéger. Je ne devrais pas être ici, a-t-elle dit en entrant. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait un geste vers une chaise. Il prévoit de soumettre des rapports, a-t-elle murmuré. Des évaluations psychiatriques d'un médecin du Massachusetts. Sauf qu'il ne vous a jamais soigné. Je l'ai regardé fixement. J'ai entendu papa parler à Bernard. Quelque chose à propos du besoin de documentation préventive au cas où vous deviendriez trop bruyante. Julien a plissé les yeux. Quel est le nom du médecin? Dr Alan Nair. Joseph s'est tourné vers son sac, a ouvert sa mallette et a commencé à taper sur une petite tablette. Il est réel, a-t-il marmonné. Mais nous devrons confirmer s'il fait partie de ça. Émilie a posé l'enveloppe sur la table. J'ai trouvé ça dans le bureau de papa à la maison. C'est un brouillon de l'affidavit qu'il prévoit de soumettre. La signature de Lorraine est à la page 4. Je n'ai pas bougé. Émilie a ouvert le dossier et l'a tourné vers moi. Là, c'était mon nom, ma date de naissance, une signature que je n'avais pas écrite. En dessous, l'affirmation, le sujet présente une paranoïa persistante, une fixation sur une conspiration non fondée et une volatilité émotionnelle. Ils n'essaient pas seulement de me discréditer, ai-je dit. Ils essaient d'effacer ma crédibilité complètement. Joseph a hoché la tête. Et si le tribunal gobe ça, ils peuvent tout contrôler. Julien a levé les yeux. Aucun juge n'accordera la tutelle sans procédure régulière, mais ce n'est pas le but, n'est-ce pas?
Ils veulent juste semer le doute. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le seul son était le ronronnement du vieux réfrigérateur et le bruissement des papiers dans la brise. Ils veulent me faire passer pour le problème, ai-je murmuré. Julien s'est penché en avant. Alors on se bat intelligemment. Je vais voir Bernard. Quoi, ai-je dit. Pas officiellement, mais il comprendra ce que nous avons. Il me connaît. Il sait ce que je suis capable de faire avec. Ce soir-là, Julien a rencontré Bernard dans un parking souterrain sous un immeuble de bureaux à Norwalk. Il n'a pas pris d'enregistreur. Il n'en avait pas besoin, juste sa voix. Si elle tombe, a dit Julien, nous rendons tout public. Chaque dossier, chaque transaction, chaque email que Kent a trouvé. Nous sommes prêts. Bernard, toujours aussi posé, a ajusté sa cravate. Tu bluffais. Julien a souri faiblement. Et c'est moi. Quand Julien est revenu ce soir-là, j'étais assise seule à la table de la cuisine, les lumières tamisées, mon manteau encore sur moi. L'affidavit était devant moi, éclairé uniquement par une lampe de bureau. Je traçais le bord du papier avec mon doigt. Quand j'avais 12 ans, ma mère avait dit, les femmes qui parlent trop fort sont internées. Elle ne plaisantait qu'à moitié. Et maintenant, me voilà, lisant la preuve que la chute était devenue une stratégie. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Un message de Kent venait d'arriver. Trouvé. Fil de discussion par email de Bernard à Philippe. Objet, phase 2, discrédit préventif. C'est réel. J'ai regardé fixement l'écran. Puis j'ai regardé l'affidavit. Il parie sur le silence, ai-je murmuré, puis plus fort, pour moi-même cette fois, donnons-leur du bruit à la place. Quand j'ai commencé à creuser, je ne m'attendais pas à trouver des morceaux de moi-même forgés dans l'empire de quelqu'un d'autre. C'était un jeudi matin gris quand le message est arrivé. Pas de nom, juste une série de chiffres et une ligne de texte, archive 9, dernier étage, armoire métallique C, débarras. Je n'avais pas besoin de demander qui l'avait envoyé. Le numéro de téléphone jetable était apparu une fois auparavant, 3 jours après qu'Émilie m'ait glissé l'affidavit psychiatrique. Son silence parlait plus fort que la culpabilité. Elle ne pouvait pas se tenir à mes côtés au tribunal, mais elle ne se tenait pas non plus avec eux. Cet après-midi-là, Julien conduisait. Kent était assis à l'arrière, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, tapant des fichiers de sauvegarde et marquant les horodatages. Le trajet jusqu'à Bridgeport s'est déroulé en grande partie en silence. Le vent hurlait contre les vitres comme un avertissement, mais aucun de nous ne l'a dit à voix haute. Le bâtiment de stockage n'était pas marqué, juste un vieux logo de Walker Holdings à moitié effacé au-dessus de l'entrée latérale. La peinture s'écaillait en longues boucles et la porte grinçait comme un accessoire de mauvais film lorsque Julien l'a poussée pour l'ouvrir. À l'intérieur, ça sentait le carton mouillé et le tonneur d'imprimante. L'air était épais et froid. Des rangées d'étagères métalliques bordaient l'espace, interrompues seulement par des classeurs poussiéreux et des moniteurs qui n'avaient pas clignoté depuis une décennie. Kent a sorti une lampe de poche. Dernier étage, ai-je dit. La cage d'escalier a gémi sous notre poids. Chaque pas donnait l'impression de marcher dans un piège. Mes gants, en cuir fin gris anthracite, se sont légèrement serrés au poignet. Je ne les avais pas enlevés depuis le début. Une armure d'un genre différent. Nous avons atteint le 3e étage où des néons cassés clignotaient par intermittence. Au fond, à moitié dissimulée derrière une pile de boîtes de classement effondrées, se trouvait l'armoire C. Julien l'a ouverte lentement. 5e tiroir en bas, une chemise rouge avec une seule étiquette noire, archive 9, rapport de risque client. À l'intérieur, le papier était impeccable, l'encre foncée, contrat, lettres et même scan de passeport, tous à mon nom, tous avec ma signature. Mais je ne les avais jamais signés. Financement Archangel, remboursement intégral dû au 3e trimestre 2023. Emprunteur, Lorraine Mechen. Montant, 2 800 000 $. Conditions accélérées. Juridiction, Île Caïmans. En dessous, un scan de signature identique à la mienne dans chaque courbe. Un scan de passeport falsifié était agrafé au dos. Photo presque parfaite, sauf pour la date d'expiration.
Il avait été fabriqué pour ressembler à un accord de financement international de routine, mais je n'avais jamais entendu parler d'Archangel Funding. Kent a laissé échapper un faible sifflement. Ils sont bons, a-t-il marmonné. Vraiment bons. Il a feuilleté le dossier et sorti 3 autres documents. Propriété de sociétés écran. Vous êtes répertorié comme signataire principal sur une série de transferts effectués vers quelque chose appelé Legacy Recovery LLC. J'ai secoué la tête. Jamais entendu parler. Il a levé son téléphone. Parce que ça n'existe pas. Du moins, pas légalement. Mais les transferts sont réels. Julian s'est penché par-dessus l'épaule de Kent. Montre-moi la piste. Kent a tourné l'ordinateur portable pour que nous puissions tous voir. Les fonds ont été transférés du budget de développement interne de Walker Holdings, masqués en tant que frais de consultant, acheminés via Legacy Recovery, puis transférés à l'étranger. Il a pointé du doigt. Ici, une banque aux îles Caïmans. Compte actif enregistré sous une société écran liée à une adresse dans les îles Vierges britanniques. J'avais la nausée. Ce n'est pas juste de la fraude, a déclaré Julian tranquillement. C'est du blanchiment d'argent au niveau fédéral, avec une usurpation d'identité par-dessus le marché. Et si je n'avais pas trouvé ça, ai-je demandé. Il t'aurait blâmé, a déclaré Kent. T'aurais qualifié d'instable ou de complice, ou les deux. Mon téléphone a vibré. Un message de Joseph. Injonction déposée. Juge a approuvé le gel temporaire de tous les transferts d'actifs sortants. Tu as gagné du temps. Utilise-le. Julian a hoché la tête vers moi. Nous devons partir. J'ai pris tout le dossier et l'ai glissé dans une enveloppe rigide. Kent a copié les fichiers sur 3 clés USB distinctes, chacune étiquetée et scellée. Une pour le bureau du procureur général, une pour Joseph, une pour la sauvegarde. Nous n'avons pas parlé en descendant les escaliers. Il y avait quelque chose de sacré dans le silence lorsque la vérité avait du poids. Dehors, les nuages avaient commencé à se déchirer, projetant un soleil oblique sur le trottoir comme des lignes d'or sur la pierre mouillée. Julian s'est écarté pour passer l'appel. Je n'en ai entendu que des bribes, son nom, ses références, les mots aux préoccupations immédiates, niveau fédéral, usurpation d'identité. Quand il a raccroché, son visage était indéchiffrable. Ils viennent de faire monter les enchères, a-t-il dit. L'affaire passe à l'examen fédéral. SEC, IRS, FBI. Ce n'est plus seulement une question d'argent. J'ai hoché la tête, serrant le dossier contre ma poitrine. Le vent fouettait mon manteau, mais je le sentais à peine. Ce soir-là, de retour à l'Airbnb, j'ai étalé les documents sur la table. Encre légale et tromperie disposées en rangée parfaite. Ce n'était pas seulement des chiffres ou des signatures. C'étaient des choix, des morceaux de moi copiés et déformés en une structure à laquelle je n'avais jamais consenti, construite par des gens qui prétendaient m'aimer. Je suis restée assise là jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que les bords des papiers se fondent dans les ombres. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Ils savent que tu as trouvé. Fais attention. J'ai regardé fixement l'écran. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, mais je savais qu'ils avaient raison. Je suis entrée dans le palais de justice non pas pour récupérer un héritage, mais pour récupérer mon nom. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé, les néons bourdonnaient faiblement au-dessus des bancs en bois. À l'extérieur, les feuilles d'érable brillaient d'un ambre automnal sous le soleil de fin novembre, dispersées sur les marches comme des confettis dorés. Mais à l'intérieur, il n'y avait aucune célébration, juste une tension silencieuse, fragile et tendue comme un souffle retenu. J'étais assise entre Joseph et Julian à la table des plaignants. En face de nous, ma famille, Philippe, avec ses chaussures cirées et ses yeux indéchiffrables, Margaret, les bras croisés serrés, les lèvres d'une teinte trop pâle, Derek, tapotant son genou, la tête baissée comme un boxeur attendant la cloche. Émilie était assise seule dans la galerie. La juge est entrée et la salle s'est levée. L'affaire a été appelée, chaîne contre chaîne et autres, et le feu a commencé. L'accusation a pris la parole en premier, exposant la chronologie, le certificat de décès falsifié,
les évaluations psychiatriques d'un médecin qui ne m'avait jamais rencontré, les virements électroniques offshore à mon nom, le contrat de financement Archangel signé avec un scan de passeport falsifié. Un par un, les éléments se sont mis en place, chacun plus tranchant que le précédent. Kent a témoigné en premier. Sa voix était plate, prudente. Il a expliqué les sociétés écrans, les factures de consultants, les chaînes de mai intitulées « Phase 2 ». Il a montré la piste financière, précise et indéniable. Ensuite, Emily a été appelée. Elle s'est avancée avec un morceau de papier à la main et une fissure dans la voix. J'en faisais partie, a-t-elle dit. Au début, je pensais que ce n'était qu'un moyen de gérer la situation, mais je savais ce qu'il faisait. Elle s'est tournée vers moi. Lorraine, je suis désolée. J'aurais dû parler plus tôt. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas souri. J'ai juste laissé ces mots atterrir là où ils le devaient. Bernard est passé ensuite. Ils lui ont montré les journaux de paiement, les messages entre lui et mon père. Sa voix a vacillé. Il a craqué, là, à la barre. Il a dit qu'il accepterait un accord s'il pouvait éviter la prison. Il a dit que Philippe avait tout orchestré. Il a dit que Margaret avait fermé les yeux. Derek s'est levé brusquement et a frappé la table de la défense avec sa paume. C'est un cirque, a-t-il crié. La juge n'a pas cligné des yeux. Monsieur Chen, vous êtes prié de quitter la salle d'audience. 2 officiers l'ont escorté à l'extérieur. Puis ce fut mon tour. J'ai marché lentement jusqu'à la barre des témoins. La salle semblait plus petite de cette hauteur, plus proche. J'ai regardé chaque personne, mon père, ma mère, la juge, la presse, les étrangers derrière la vitre, et j'ai parlé. Je ne suis pas morte, ai-je dit. J'ai disparu. J'ai disparu parce que je croyais que la distance me protégerait. J'ai disparu parce que le silence était plus sûr que leur version de l'amour. J'ai marqué une pause. Mais je suis revenue. Non pas pour l'argent, non pas pour le statut, mais parce que je ne les laisserai pas réécrire l'histoire. Ce que j'ai reconstruit dans ce silence, mon intégrité, ma paix, compte plus que tout ce qu'ils ont essayé de voler. La juge a écouté. Tout le monde a écouté. Le verdict est tombé rapidement. Mon identité légale a été rétablie. La succession a été gelée dans l'attente d'une enquête fédérale. Philippe et Bernard seraient jugés séparément pour des accusations criminelles. Margaret a été désignée comme bénéficiaire passive, non pas comme participante, mais avec une réputation néanmoins détruite. La salle d'audience s'est vidée lentement. Emily a tendu la main pour me toucher le bras. Je ne me suis pas retirée, mais je ne me suis pas attardée non plus. 6 mois plus tard, j'ai ouvert les portes de la Dawson Initiative, une association à but non lucratif axée sur les victimes d'abus financiers, en particulier celles qui sont victimes de systèmes familiaux masqués par le prestige et le secret. Nous avons commencé avec une seule pièce, quelques bureaux, un éclairage doux, une machine à café et un mur de liège couvert de notes autocollantes qui se lisaient comme de petites déclarations. Je ne suis pas folle. Ils n'ont pas le droit de décider qui je suis. Le silence n'est pas la sécurité. Le jour où nous avons organisé notre premier atelier communautaire, un colis est arrivé. Sans adresse de retour, soigneusement emballé dans du papier doux. À l'intérieur se trouvait un croquis, mon ancien croquis, celui du blazer en soie. Les lignes un peu fanées maintenant, les coins recourbés. Et un mot, tu étais toujours destiné à diriger. Maman. Je suis restée là, à le tenir pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré. Certaines blessures ne saignent pas. Elles vous changent, tout simplement. Ce soir-là, j'ai sorti un nouveau carnet de croquis. Non pas pour la mode, mais pour quelque chose de différent. J'ai dessiné le plan d'un centre de ressources pour les femmes, hébergement, formation professionnelle et assistance juridique, tout en un. J'ai étiqueté les pièces avec des noms comme clarté, encre et essor. Parce que reconstruire ne consiste pas à revenir en arrière. Il s'agit de choisir de construire vers l'avant, avec son nom, sa voix et sa vérité intactes. Parfois, la chose la plus difficile n'est pas de tenir tête à des étrangers. C'est de tenir tête aux personnes qui vous ont autrefois appelé famille. En retournant dans cette salle d'audience, je ne cherchais pas à me venger. Je cherchais à restaurer la vérité,
l'identité et l'estime de soi. Parce que lorsque nous nous exprimons, surtout après avoir été réduite au silence, nous donnons aux autres le courage de faire de même. Et c'est peut-être ainsi que commence la guérison. Non pas en effaçant le passé, mais en choisissant qui nous devenons malgré lui. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, j'espère que vous partagerez vos pensées. Vous ne savez jamais qui pourrait attendre une voix comme la vôtre pour se sentir un peu moins seul.